Alors bonjour, bienvenue à cette première capsule pour le cours de chimie alimentaire, le cours 202A15. Aujourd'hui, comme première capsule, on va regarder ensemble l'introduction, soit le module 1, qui porte beaucoup plus sur la chimie de façon générale. Et c'est la partie que j'appelle le chapitre 1. Donc on va regarder un petit peu dans vos notes de cours cette partie-là. Puis on va avoir plusieurs capsules de ce chapitre-là qui vont suivre. On va débuter avec donc quelques notions de base pour vous introduire la chimie. Si jamais ça fait longtemps que vous avez fait les cours de chimie, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous remettre dans ces notions-là, puis les retrouver. Ou si vous n'avez pas vraiment fait beaucoup de chimie, ben, je vais vous apprendre un petit peu plus sur les notions de base que vous avez besoin pour le cours. Donc, on va regarder un petit peu ces concepts-là lors de ce module-ci. Pas tout dans la première capsule. On va s'attarder plus pour la première capsule à qu'est-ce que c'est que le contrôle de qualité, la chimie, les principes des applications, puis on va regarder un petit peu la matière. Puis par la suite, dans d'autres capsules, on va voir les mesures et aussi comment utiliser ces mesures-là dans le cadre du cours de chimie alimentaire. Les notes de cours, comme j'avais indiqué dans la vidéo sur la présentation du cours, seront toujours disponibles sur la page Moodle du cours que vous avez accès par Colnet. Et je vous recommande de les avoir pas très très loin, mais vous pouvez suivre à partir de la présentation que je vous fais. Je vous recommande par contre de toujours avoir avec vous une façon de noter, de prendre des notes pour rester vraiment à l'affût lorsque je vous fais des explications un petit peu plus approfondies et que vous pouvez suivre facilement par la suite. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer les notes de cours, mais parfois ça peut être une façon facile de les avoir avec soi, puis d'annoter, de surligner ou encore d'écrire directement sur l'espace qui est vide dans les notes de cours, mais c'est pas obligatoire. Okay? C'est selon comment vous êtes organisé. Alors, le contrôle de qualité, c'est le premier sujet qu'on va aborder parce que c'est un sujet qui est très très important pour vous puisque c'est une des applications directes que la chimie peut avoir sur votre travail futur ou encore peut être relié à votre travail futur. Parce que euh, une des choses que vous pourriez faire éventuellement, c'est faire justement ce qu'on appelle le contrôle de qualité, soit contrôler qu'est-ce qui se retrouve dans les aliments qu'on va avoir soit dans le marché ou encore qui va être servi à des gens directement. Donc, et avoir différentes façons de faire le contrôle de qualité. Il peut y avoir des analyses qui peuvent être faites vraiment pour s'assurer qu'un produit est conforme à ce qu'on doit, à ce qu'on veut qu'il soit sur le marché. Ça veut dire qu'il répond vraiment à toute la liste des différents ingrédients qui se retrouvent à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de sucre, il y a un bon nombre il y a le bon nombre de protéines qui est écrit sur l'emballage, des choses comme ça. Et aussi qu'il n'y a pas de rien qui est dangereux dans le produit. Donc, on va faire attention aux métaux lourds, par exemple, ou à des produits de médicaments, etc., qui pourraient être retrouvés sans qu'on le veuille à l'intérieur. Donc, on veut vraiment s'assurer que le produit est conforme. Donc, il y a plusieurs types de tests qui peuvent être effectués. Évidemment, il y en a qui sont vraiment de façon qualitative. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chiffres, on veut juste savoir est-ce que la texture est conforme, est-ce que la saveur est conforme, est-ce que la couleur correspond à ce qu'on veut, est-ce qu'on a une odeur aussi qui ne devrait pas être là, mais des indications comme ça qui sont plus sur nos sens. Puis ça, vous allez en voir aussi dans plusieurs de vos cours qui sont par rapport à votre technique. Vous allez retrouver vraiment cette caractéristique-là de faire des observations qui sont d'abord qualitatives, puis ensuite, nous, en chimie, on va beaucoup s'attarder aux mesures qui sont quantitatives, où on va vraiment regarder des valeurs avec des chiffres. Donc, on va pouvoir facilement avoir, par exemple, la masse. Est-ce que
le produit qu'on a sur le marché a le bon nombre de grammes à l'intérieur? Est-ce que la masse volumique correspond? Est-ce que la température correspond? L'acidité, hein, si on parle de vinaigre, par exemple, on a une acidité. Si on parle de boissons gazeuses, il y a des acidités. Donc, dans plusieurs produits, on va avoir une acidité. Est-ce que c'est correct? La teneur d'ingrédients, donc ça, c'est un élément qui est très, très important que vous allez voir fréquemment aussi dans d'autres de vos cours, comme je vous dis. Le pourcentage d'ingrédients d'un produit à l'intérieur. OK? Donc, s'il y a des problèmes, ben, on veut s'assurer qu'on a fait des tests pour justement contrôler la qualité des produits qui se retrouvent par la suite vendus sur le marché. Donc, on va souvent faire ces tests-là en laboratoire. Donc, c'est pour ça que vous aurez à faire des tests d'une certaine manière de contrôle qualité. On va vous amener à faire ça durant la session pour le cours de chimie. Donc, dans le laboratoire, on va travailler ensemble pour justement s'assurer que les aliments que vous allez analyser correspondent vraiment à ce qu'on veut. Parce qu'on travaille en laboratoire, on a besoin d'être sécurisé. Ça veut dire qu'on a besoin généralement de lunettes de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va demander. Parfois, on va utiliser des gants pour justement être protégé. Une des choses qu'on va vous demander de faire, c'est de vous attacher les cheveux. Donc ça, si vous avez les cheveux longs, on va vous demander de le faire. Là. Par exemple, elle ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Puis là, cette session, évidemment, à cause de la pandémie, on veut s'assurer aussi que vous portiez un masque un masque particulier, donc masque chirurgical, le masque bleu, par exemple, qui est utilisé de façon à contrôler notre respiration pour ne pas avoir de micro-gouttelettes qui pourraient contaminer les autres. Mais, par exemple, cette personne-ci a un autre problème, c'est qu'elle ne porte pas de lunettes de sécurité. On va vous demander de toujours porter des lunettes de sécurité, même si vous portez déjà des lunettes. Donc ça va être une des choses importantes pour les laboratoires. Donc on va avoir différents produits qu'on va analyser. Par exemple, le vin, on va analyser un petit peu le vin cette session dans un des laboratoires. Donc, une des premières choses que je pourrais vous demander, c'est de penser un petit peu à qu'est-ce que pour vous, ça vous dit la chimie. Hein? C'est quoi, selon vous, qu'est-ce que ça vous interpelle? Parce que souvent, quand on parle de chimie, les gens pensent à des choses qui sont dangereuses. Hein? Parce que il y a une connotation de quand quelque chose est chimique, ben, c'est pas naturel, ça peut être dangereux pour nous. Puis après ça, essayer de voir, mais la chimie, elle est où autour de nous? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quels produits chimiques on est en contact de façon régulière? Pensez à ça, vous allez vous rendre compte qu'au fond, cette notion-là de chimique, c'est dangereux, c'est pas nécessairement vrai. OK? Donc, les produits chimiques, c'est des produits généralement qu'on voit comme étant des molécules qu'on a fait en laboratoire, mais il y en a plusieurs qui peuvent être prises de façon naturelle. Donc, ça veut dire qu'on peut extraire de produits qui viennent de la nature, ou encore qu'on réplique qui existent déjà dans la nature de façon synthétique. Mais il y a d'autres produits aussi qu'on utilise de façon quotidienne, qu'on a créés, qui ne sont pas nécessairement dangereux en tant que tels. Là, à savoir si de faire beaucoup de produits de ce type-là pourrait créer des dangers, ben ça, c'est une autre chose qu'on peut parler par la suite, mais autour de nous, il y a plein de chimie. Alors, si on pense juste l'air qui nous entoure, ben c'est chimique, ce sont des molécules, hein, de l'oxygène, l'azote, CO2, la couche d'ozone, qui est là comme écran partiel protecteur contre les rayons ultraviolets du soleil. Une autre molécule, hein, O3, c'est très important. La structure moléculaire qui se retrouve dans les apports nutritifs des aliments, donc les glucides, les lipides, les protéines, ce sont des molécules qu'on a besoin pour vivre. Tous les produits de synthèse, les additifs alimentaires qui peuvent servir soit à la saveur, à l'odeur ou les colorants,
qui peuvent être artificielles ou naturelles. C'est des molécules, OK? Donc, même si c'est naturel, c'est quand même chimique. Les médicaments, les cosmétiques, donc cosmétiques, parfums, désodorisants, crèmes et autres, les pesticides, les engrais, les carburants, fibres textiles, matériaux de construction, donc les matériaux de façon générale, les plastiques, hein, qui peuvent servir par exemple à votre cellulaire, à votre laptop, à votre ordinateur. Donc, on a des plastiques de ce type-là, mais on a des plastiques pour faire d'autres types de produits. Okay, donc, on a vraiment une gamme très grande de plastiques. Des articles de sport, par exemple, qui vont demander un plastique particulier, fibre de verre particulière. Ça nous amène aussi une meilleure compréhension sur comment les choses interagissent. C'est-à-dire comment on a des mécanismes pour combattre, par exemple, le réchauffement planétaire qu'on est en train de créer. Donc, on peut comprendre un petit peu plus à l'aide de la chimie. OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a telle concentration de CO2 dans un endroit, puis d'oxygène dans un autre, etc. Qu'est-ce qui cause la diminution de la couche d'ozone? La pollution de façon générale, de l'air, de l'eau, des sols, on peut justement contrôler le plus possible en testant. Puis on a des tests de chimie qui nous permettent de savoir, ah ben ça c'est la quantité de plomb dans l'eau qu'on a, nous on veut la diminuer. Ou encore contre des maladies, hein, le sida, le cancer, l'obésité, etc. Donc, ce que nous on veut faire en chimie, c'est qu'on étudie principalement la composition, la structure, les propriétés de la matière. Donc la matière de façon générale, c'est ce qui nous intéresse lorsqu'on parle de la science de la chimie. Mais la matière, c'est quoi? Ben, la matière, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est pas mal tout ce qui nous entoure, soit l'air, l'eau, les aliments qu'on mange, les items qu'on utilise. Donc à l'échelle macroscopique, c'est tout ce qu'on peut voir à l'œil nu. Le bois, le fruit, l'eau, le riz, donc tout ce qui nous entoure, c'est de la matière. Okay? Donc la matière, on en fait partie nous autres aussi, hein? On peut voir ces choses-là. À l'échelle microscopique, par contre, là, on peut regarder qu'est-ce qui arrive si on regarde à 10 à la moins 6 mètres, ou même nanoscopique, donc vraiment très petit, 10 à la moins 9 mètres, c'est vraiment très petit. Là, on a besoin, à ce moment-là, de microscopes particuliers pour pouvoir voir à cette dimension-là, parce que c'est très petit. Mais là, on peut commencer à voir des choses qui sont les plus petites entités possibles, soit les atomes, et vraiment la plus petite entité de matière qu'on connaisse, les molécules, qui sont des groupes d'atomes liés, et les ions, qui sont des atomes ou des groupes d'atomes qui possèdent des charges, soit positives ou négatives. Donc nous, on va s'attarder un petit peu plus à ça, aux atomes, molécules et aux ions, parce que c'est ça qui forme la variété de matériel, de choses qu'on peut voir à l'œil nu. Donc nous, on va étudier vraiment qu'est-ce que c'est que les atomes, qu'est-ce que c'est que les molécules, qu'est-ce que c'est que les ions, puis comment ils interagissent. Donc, la composition d'un échantillon de matière, c'est ce qu'on va analyser. Ben, il va comporter des types d'atomes, puis on va regarder comment ils s'organisent. Voilà, le type de réseau. Est-ce qu'il y a un réseau particulier? Est-ce qu'il y a tous des atomes de certains types, puis c'est intercalé avec un autre, puis ils sont d'une certaine manière? Ou est-ce qu'ils s'empilent d'une certaine autre façon? Ça leur donne de propriétés de comment ils vont interagir avec les autres. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont fondre facilement? Est-ce qu'ils vont être cassants? Est-ce qu'ils vont être... on peut les utiliser pour faire d'autres matériaux. Donc, toutes ces choses-là, c'est dû à comment les molécules, les réseaux cristallins ou les ions sont. Et on va regarder aussi leur proportion relative de ces atomes-là dans la matière. Donc, on va pouvoir savoir, est-ce qu'on est en présence d'une molécule comme le monoxyde de carbone, donc CO, où on a un carbone, un oxygène,
où est-ce qu'on a un carbone puis 2 oxygènes, CO2. Donc ça, c'est ce qui définit la matière. Donc si on regarde vraiment plus particulièrement la plus petite particule qu'on peut avoir, soit l'atome. Donc l'atome, c'est vraiment la base de toute la matière qui nous entoure. Et c'est une particule qui est formée de particules qu'on appelle subatomiques, ça veut dire qui est formée de 3 choses, soit les protons, qui sont chargés positivement, les neutrons, qui n'ont aucune charge, puis les électrons qui ont des charges négatives. Les protons et les neutrons, eux, se trouvent dans ce qu'on appelle le noyau, donc le centre de notre atome. Tandis que les électrons, donc les charges négatives, eux, se trouvent autour du noyau, promènent plus librement. Okay? Donc le noyau il est très très concentré, tandis que les électrons, eux, ils ont beaucoup d'espace pour pouvoir se promener autour. Généralement, lorsqu'on regarde un atome, il est électriquement neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de charge plus que de charge moins. Donc il y a autant de protons que d'électrons lorsqu'il est sous la forme d'un atome. De façon l'atome dans le tableau périodique, que je vais parler par la suite. Et on va justement savoir quel type d'atome c'est lorsqu'on regarde le nombre de protons, parce qu'on a défini des symboles chimiques à partir de ce nombre de protons-là pour chaque type d'élément. Et on les a classés dans ce qu'on appelle un tableau périodique. Donc le tableau périodique, que généralement vous aurez à votre disposition lorsque vous allez travailler. Vous en avez un exemple ici. Donc il y a beaucoup d'informations dans le tableau périodique, mais il y a un classement des éléments qui... il y a une raison pourquoi on les a mis dans ce classement-là. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments. Vous avez donc par exemple, c'est quoi l'élément, son nom, il y a un numéro qu'on appelle le numéro atomique, qui est lié avec le nombre de protons. Vous avez une masse et d'autres informations qui, pour l'instant, sont plus poussées, mais vous en avez une variété. Donc, tout ça, c'est la variété d'éléments qu'on peut retrouver. Donc, on peut faire vraiment plein de choses à l'aide de tous ces éléments-là, si on les regroupe ensemble ou non. Donc, le tableau périodique a été conçu il y a vraiment très longtemps par le russe Mendeleev. Et c'est lui qui a proposé le premier classement en 1869. C'est sûr que depuis ce temps-là, le tableau périodique moderne a un petit peu été modifié pour certaines choses, réarrangé. Puis, il y a des nouveaux éléments chimiques qui ont été classés. Donc, toujours par leur ordre croissant de ce qu'on appelle le numéro atomique. Ce numéro atomique-là, super important, ça représente le nombre de protons et d'électrons du même coup, parce que lorsque c'est neutre, il y a le même nombre de protons et d'électrons dans votre atome. Par contre, ça arrive que des fois, on se retrouve avec un composé qui n'a pas un atome qui a autant de protons et d'électrons. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Okay? Lorsque l'atome n'est pas neutre. Okay? À ce moment-là, on va parler d'un ion. Les ions, il y en a 2 types. Il y a les ions positifs et les ions négatifs. Pour se retrouver avec un ion, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on doit soit perdre ou gagner un ou des électrons. On ne perd jamais et on ne gagne jamais de protons. Les protons, on ne touche pas, ils sont dans le noyau, ils sont inaccessibles. Okay? Les électrons qui se promènent autour, eux, sont accessibles. Ça veut dire qu'on peut les enlever ou encore en rajouter si nécessaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ajouter des charges négatives ou en retirer. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a un ion qui est chargé positivement, qu'on appelle un cation. Lorsqu'on a un cation, c'est qu'on a enlevé des électrons. Qu'on a enlevé un ou plusieurs électrons. Lorsqu'on enlève des électrons, on enlève des charges moins. À ce moment-là, le nombre de charges positives, qui reste le même, est plus grand que le nombre de charges négatives, parce qu'on l'a diminué celui-là. Le contraire, si on a un surnombre de charges négatives, donc on ajoute des électrons, à ce moment-là, on va parler de charges négatives et donc d'anions. Cation positif,
anion négatif. Et ce qui va arriver, c'est que la matière ne veut pas rester soit chargée négativement ou positivement tout seul. Ils vont essayer de s'associer ensemble pour créer quelque chose au total qui va être neutre. Ça veut dire que si on a un cation qui est positif plus 1, puis on a un anion qui est négatif moins 1, ben on va les mettre ensemble directement, un pour un, puis ça va donner quelque chose de... va former ce qu'on appelle un sel, ça va être neutre au total, parce qu'un plus 1 puis un moins 1 va s'annuler. Donc, c'est ce qui arrive lorsqu'on parle du sel de table, le NaCl. Donc, dans le NaCl, il y a un Na+, qui est un cation, et un Cl-, qui est un anion. L'atome de sodium, pour devenir Cl-, excusez-moi, l'atome de sodium, pour passer de Na à Na+, il doit perdre un électron. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on perd un électron, il y a moins de charge négative. Donc, ça veut dire que si j'ai un nombre plus grand de positifs qui est toujours le même, ben à ce moment-là, j'ai plus de positifs que de négatifs. Donc, au total, je vais avoir à ce moment-là une charge positive. Donc, admettons que le sodium, son numéro atomique, si je reviens juste en arrière ici, on voit c'est 11. Ça veut dire que normalement, il devrait avoir 11 électrons, 11 protons. J'enlève un électron, on est rendu avec 10 électrons et 11 protons. Puisque j'ai un surplus de 1 proton de plus que d'électrons, j'ai un plus 1 au total. Même chose pour le chlore, sauf à l'inverse, puisque si je veux passer de Cl à Cl-, je veux rajouter un électron supplémentaire, parce que je rajoute une charge négative de plus que la normale. Et lorsque les deux se trouvent un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça donne? À ce moment-là, on va avoir un composé qui va se former. Donc, ce que je viens de vous expliquer, vous l'avez ici avec un dessin. Là, pour l'instant, pourquoi là, il y a 2 électrons ici, il y en a 8 ici, puis il y en a un là. C'est pas vraiment très très important, mais au total, on a les 11, et on a 11 protons à l'intérieur. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que pour passer de Na neutre, comme dans le tableau périodique, à un Na plus 1, des fois on ne met pas le 1 parce que par défaut, si on met juste plus, c'est plus 1. Dès qu'on a quelque chose qui est plus 2 ou 2 plus, ça revient au même, là on va mettre le chiffre. Mais sinon, on peut laisser juste la charge, si c'est juste un plus 1 ou un moins 1, on peut juste mettre le signe de charge. On peut passer de Na à Na+. À ce moment-là, on doit retirer un électron, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir 10 électrons contre 11 protons. Donc, 11 moins 10, ça nous donne plus 1. Donc, le nombre de protons moins le nombre d'électrons, c'est votre charge. Même chose, on peut faire le travail ici pour le chlore, sauf que cette fois-ci, pour passer de neutre à moins 1, on veut ajouter un électron. Donc, on va passer de... Ici, je crois c'est 17 électrons à 18 électrons. Donc, on avait 17 protons. Là, ici, ils ne sont pas tous dessinés, mais imaginez qu'il y a 17 plus, il y a 18 moins. Ben, à ce moment-là, il y a un moins de plus. Il y a un négatif qui est supplémentaire par rapport au nombre de positifs. Donc, ici, je fais 17 moins 18, ça me donne un total moins 1. Donc, c'est pour ça que le chlore est de moins 1. Lorsque les deux sont ensemble, qu'est-ce que ça forme? Ben, Na+, plus Cl- nous donne du NaCl, donc notre sel de table qu'on va utiliser. Et en réalité, le Na+, puis le Cl-, ben, il y a un arrangement particulier. Parce que lorsqu'on va parler des composés avec des ions, composés ioniques, ben, ils vont s'arranger de façon particulière. Ils vont avoir un réseau qu'on appelle cristallin particulier à ce moment-là. Donc, pour la première capsule, je vais m'arrêter ici. Puis par la suite, dans la deuxième capsule, je vais parler un petit peu plus des molécules et du classement des composés de la matière. Puis on va faire un petit exercice là-dessus. Donc,
qui est à noter jusqu'à maintenant, ben, on a vu un peu les atomes, comment ça fonctionne, et les ions. C'est surtout ces éléments-là, puis je vous ai introduit un petit peu la matière jusqu'à maintenant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que je veux pas que vous preniez trop de retard là-dessus. Donc, lorsque vous avez le temps, vous pourrez écouter la deuxième capsule par la suite.